On était déjà en train de parler cash flow, factoring, finance, BFR. On était déjà au café, quoi. Sauf qu'on a oublié d'appuyer sur rec. C'est maintenant chose faite. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va super, merci d'avoir fait le déplacement. Ouais, écoute, trop cool. Super de te rencontrer. Et de te prêter à l'exercice, parce que je sais qu'habituellement t'es plus derrière la caméra. C'est ça. Donc là, tu te mets devant, c'est trop bien. Ouais. Alors, je suis très curieux de savoir comment tu décris Enor. Enfin, comment tu présentes Enor, comment tu te présentes? Alors, comment je présente Enor? Enor, c'est vraiment une agence vidéo, plutôt côté orienté business. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait les PME à faire de la croissance avec la vidéo. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, tu as 90% des PME qui brûlent leur trésorerie dans des vidéos qui vont pas être rentables et qui vont pas répondre aux objectifs business. T'as des exemples? C'est quoi les grosses erreurs faites en vidéo? Ouais, un exemple classique, c'est d'utiliser en fait une publicité qui est là pour faire de l'acquisition, par exemple sur la landing page. Donc finalement, tu fais venir des gens sur ta page de vente, mais tu réutilises le même asset qui à cet endroit-là devrait plutôt être un asset de considération pour expliquer un petit peu plus ce que tu fais. On va voir aussi des personnes qui font de la publicité avec des vidéos d'entreprise un peu trop corpo, qui durent beaucoup trop longtemps. Et souvent, on se rend compte que tu as beaucoup de boîtes qui ont des chaînes YouTube avec des vidéos qui cumulent 200, 300 vues maximum. Et en fait, quand tu sais l'investissement de temps et d'argent qu'il y a eu derrière, tu te dis que c'est pas du tout rentable d'avoir fait cet exercice. Donc c'est là qu'on intervient en fait. Vous êtes combien dans la boîte aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un board avec 3 personnes constamment, donc salariés. Et derrière, on a vraiment toute une team d'experts, donc une quinzaine de personnes qui travaillent quasiment quotidiennement pour nous. Ouais. Trop bien. En combien de temps? Écoute, Enor, ça fait 8 ans maintenant. Donc on a fêté nos 8 ans cet été, ouais, ça fait un paquet d'années déjà. C'est beau, putain, vous avez dû en voir passer du projet, quoi. Ouais, on a fait pas mal de choses. Ouais. Combien, à peu près? On a travaillé dans tellement de secteurs d'industries différentes, en fait. Je sais pas, comme ça, je dirais peut-être au moins 500 projets différents, de vidéos, de stratégies, ce genre de choses. Ouais. Et alors là, si tu veux nous faire une petite masterclass sur je veux faire mes vidéos corpo, hein, tu vois, je veux faire une bonne vidéo, ce serait quoi la checklist un petit peu sur laquelle je dois me concentrer pour m'éviter les 80% d'erreurs potentielles qui sont commises la majorité du temps? Je dirais que la première des étapes, ça va être de définir ton objectif business, en fait. C'est de se dire, ok, est-ce que je veux développer la notoriété de la marque, donc de ton entreprise, faire du branding? Est-ce que je veux faciliter la compréhension de mon entreprise ou de mon produit? Ou alors est-ce que je veux vraiment inciter à l'acte d'achat? Donc déjà, définir un petit peu cet objectif avant de commencer. Forcément, te recentrer un petit peu sur ton persona, c'est qui ta cible, comment il se comporte, où est-ce qu'il se trouve. Et derrière, définir du coup le canal de diffusion sur lequel tu vas te placer pour ça. Quand tu as un petit peu ce triptyque gagnant, forcément, tu vas déjà pouvoir produire ta vidéo d'une manière assez intelligente et normalement, tu devrais avoir des résultats un peu plus intéressants. Donc, c'est pas du tout une histoire de quel cadre de lumière prendre, quel objectif prendre. Non, c'est avant tout éditorial et stratégique, quoi. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que nous, souvent, on dit un truc, c'est qu'on fait pas de la vidéo juste pour faire joli, en fait. Et je crois que c'est vraiment cette logique-là, c'est que tu as beaucoup d'indépendants, de boîtes de production qui vont faire de la vidéo, qui vont regarder le côté esthétique, le matériel, ce qui est hyper important. Je pense que c'est la base si tu fais de la vidéo. Mais par contre, si tu fais du contenu et que derrière, il n'est pas utilisé suffisamment de la bonne manière, bah forcément, tu n'auras pas de rentabilité derrière. Tu faisais du drone à la base, non? Alors Enor, à la base, si tu le lis à l'envers, ça veut dire drone, effectivement. On est issu du monde du drone. Pour la petite histoire, on a commencé avec un ancien associé à la base. Lui, il avait acheté un drone, je faisais du montage vidéo. Et on s'est dit, tiens, on va faire une boîte de drones et on va faire des montages vidéo. Ouais. C'est parti là. J'ai bien interprété le nom. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie à la base de faire appel à Scalyzer? En fait, quand tu entreprends, il y a un moment donné, tu fais face à la remise en question permanente. Donc avec mon associé, on cherchait tout un tas de solutions depuis des années pour réussir à passer une certaine marche. Et en fait, donc tu te remets en question. Et je sais pas si ça te parle le principe de la systémie un petit peu, où finalement tu es dans une sorte de schéma, tu cherches tout un tas de solutions et tu restes coincé dedans. Tu as toujours l'impression de trouver quelque chose de nouveau et en fait t'en sors pas. On a fait appel à Scalzia parce qu'on avait besoin vraiment d'avoir un recul sur tout ça, d'avoir une sorte de vue macro et d'être finalement accompagné par des experts. Et en fait, ça a été vraiment game changer pour nous parce que ça nous a amené vraiment une autre vision de ce qu'on voyait au quotidien. Et je crois que ça a été assez bénéfique, ouais. Donc une ambition là de croissance, tu te retrouvais un petit peu pris au piège avec ce que j'appelle le syndrome de l'artisan. C'est-à-dire une vraie expertise métier. Donc si vous le faites extrêmement bien.
mais un manque de systématisme et un manque de réflexe entrepreneuriaux, parce que certaines choses sont très très contre-intuitives, qui vous empêchaient de mettre en place les bons leviers, d'actionner les bons leviers qui vous permettaient d'aller chercher une vraie croissance, quoi. C'est ça, en fait, c'est-à-dire que à la base, il y a la connaissance métier, donc finalement, on n'est pas non plus issu du monde de la production vidéo, tu l'as bien compris, c'est-à-dire que moi, je faisais des montages vidéo pour mes amis, et puis mon associé avait juste un drone, donc finalement, on part vraiment from scratch. On commence à se former, et en fait, très rapidement, on se rend compte que, à un moment donné, on a besoin justement d'experts en vidéo, des gens qui sont formés à ça. Donc pour le coup, là, on a commencé à recruter des indépendants, des personnes qui étaient vraiment expertes de ce domaine-là. Et moi, ça m'a permis vraiment de me concentrer sur d'autres tâches qui étaient plutôt, du coup, le développement, le marketing, la vision, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait besoin aussi d'être accompagné par des experts. Ça a été quoi quels ont été les sujets que vous avez identifiés au préalable, quand tu as commencé à discuter avec, c'était avec qui d'ailleurs ? C'était avec Antoine. Antoine ? Ouais, c'est ça, ouais. On l'embrasse. C'était quoi les sujets que vous avez identifiés au préalable ? Alors pour nous, il y avait un gros sujet, et c'était la raison pour laquelle on venait, c'était le positionnement. Vraiment, positionnement, c'était hyper intéressant pour nous parce que on cherchait, comme je te disais, dans tous les sens. On savait faire tout un tas de choses, du marketing, de la vidéo, du gros hacking, ce genre de choses, mais on n'arrivait pas à le mettre dans le bon ordre en fait. Donc en fait, quand on est venu chez Scaldia, le premier gros sujet, c'était vraiment le positionnement. Réussir à exprimer ce qu'on savait faire et surtout répondre à une vraie problématique aussi. Donc là, ça a été gros travail sur le messaging, c'est ça ? Ouais. Sur positionnement dans le sens... Ça a été quoi l'angle de positionnement de votre côté ? Positionnement sectoriel, c'est ça ? C'est vraiment choisir un secteur d'activité sur lequel vous positionnez, une industrie, c'est ça ? Alors pour nous, c'était un peu plus compliqué parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité et on se rendait compte que forcément, il y avait des secteurs dans lesquels on performait le plus. Mais en fait, c'était plus un positionnement sur la réponse à un problème, en fait. Se dire, OK, qu'est-ce qu'on amène réellement à part des vidéos qualitatives ? Et quand on s'est rendu compte qu'on pouvait être un partenaire de croissance pour différentes boîtes, dans différentes industries, là, ça a commencé à être différent, en fait. Okay. Là, tu pourrais me faire un inventaire un petit peu des sprints que vous avez définis dans la roadmap ? Sur la roadmap ? Ouais. Je pense que c'était ce qu'on avait vu ensemble aussi, c'était intéressant. Donc, vraiment, positionnement. Derrière, recrutement. Et puis scale en fait, c'était vraiment l'idée. C'était réussir à accélérer la croissance là sur l'année d'après. Donc on a un petit peu d'avance, c'est ça qui est cool aussi. Et après scale et puis plus gros développement je pense. Et vous avez mis quoi en place au final ? Donc le positionnement, vous avez rebossé ce positionnement-là. Ouais. Donc on a travaillé le positionnement effectivement. Le positionnement en parallèle de tout ça nous a permis aussi... En fait il y avait plusieurs actions en même temps. C'est-à-dire que le positionnement fonctionnait aussi avec le call calling. Donc on a un sales aussi. Donc vraiment l'apprentissage sur le marché. On a testé différents messages. Il y avait une stratégie de cold emailing où tout ça corrélait ensemble aussi. Et derrière, l'idée, c'était vraiment de réussir à comprendre en fait les problématiques de nos clients. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des services communication et marketing de PME. On s'est rendu compte que le plus gros problème pour elles, c'est qu'elles veulent faire de la croissance. Elles vont chercher finalement tout un tas d'outils en permanence. Et derrière, elles doivent rendre des comptes en fait auprès de leur direction en se disant, cette année, j'ai voté un budget. On a testé un outil ou une technique. Finalement, au bout de l'année, quand on fait les comptes, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et nous, on s'est positionné à cet endroit-là en disant, on est votre partenaire de croissance. On utilise la vidéo en fait parce que pour nous, c'est vraiment la créa par excellence. Et avec notre connaissance média, on vous permet d'avoir aussi des résultats. Ok. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Les sprints et tout, comment ça s'est passé ? Le travail avec les experts Ça s'est super bien passé, écoute, c'était hyper intéressant. Je crois que déjà, ça nous a mis dans un mindset de ouf. Très vite, en fait, on s'est dit, on doit rendre des comptes. Donc, on est un peu comme à l'école, on a envie d'être des bons élèves. Toutes les semaines, on était challengés. Et en fait, on est monté hyper vite en compétences. Ça a été hyper enrichissant parce que c'était personnalisé. Donc, sur notre cas à nous, en fait, si je prends par exemple le cold emailing, très rapidement, nous, on avait essayé tout un tas de choses. Tu vois, le fait d'essayer de configurer tes emails, de faire warm-up ou ce genre de choses. En une session d'1 heure, ça, c'était fait, c'était OK. Derrière, on pouvait passer à la next step, en fait. Et ça a été ça comme ça à chaque fois pour chaque session, c'est-à-dire les calls d'email, la partie sales, par exemple, avec Laetitia, qu'on salue aussi. Avec Alexandre, on a travaillé sur les landing pages. En fait, très rapidement, on a pu évoluer comme ça et avoir des résultats assez vite. Trop bien. Et donc, vraiment, tu as observé ce truc-là très incrémental d'une semaine à l'autre. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. C'est faire en sorte qu'à chaque session, il y a un nouveau pas quantifiable qui a été fait, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, tu crées une habitude d'exécution constante et tu crées un rendez-vous
non seulement, le client crée un rendez-vous non seulement avec l'expert, mais aussi avec lui-même et ses objectifs, quoi. Donc, d'une semaine à l'autre, il sait qu'il aura ces sujets-là à prioriser dans son emploi du temps, et c'est là que tu crées la différence. Qu'est-ce que tu peux me dire au niveau des résultats Ouais, au niveau des résultats, c'est juste incroyable. Tu vois, l'année dernière, donc on n'avait pas encore fait appel à vous. On faisait notre plus belle année, on avait fait 37% de croissance, donc on était super contents. Et là, sur les 6 premiers mois, on est à plus de 130% de croissance, donc vraiment sur le premier semestre. C'est juste incroyable, on sent la dynamique, on sent qu'il y a énormément de taf, que l'équipe grossit encore. Donc ouais, non, c'est juste incroyable. Trop bien. Ouais. Et qui sont le fruit direct alors, de tout ce que vous faites à côté aussi, hein, et qui sont le fruit aussi... Tu vois les interconnexions du travail qu'on a fait ensemble ? Totalement, parce que, en fait... on n'arrivait pas à passer ce plafond de verre parce que finalement, on fonctionnait avec notre réseau actuel. Moi, j'étais aussi un petit peu au four au moulin, c'est-à-dire que je m'occupais de la partie sales, mais aussi de la partie gestion de projet. Donc, en fait, le fait d'avoir été accompagné, ça nous a permis de faire plusieurs choix stratégiques. C'est-à-dire que, par exemple, mon associé qui était sur la partie marketing a été repositionné sur la partie chargée de production. Donc lui, il a pu vraiment s'occuper de toute cette partie prod avec le reste de l'équipe. Moi, j'ai pu me concentrer vraiment sur la partie sales, closing. Et derrière, en fait, le fait qu'on travaille aussi avec Simon, qui est notre sales, qu'on a formé aussi avec vous, ça nous a permis de monter en compétences, en fait, très rapidement, et puis de déployer des stratégies, justement, de cold email, de call, etc. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive d'une manière assez scientifique à prédire un peu les résultats qu'on aura dès lors qu'on lance une campagne. On sait qu'on va avoir tant de calls qui vont générer tant de rendez-vous et derrière closer tant d'affaires. Donc ça, c'est juste incroyable pour nous. Trop bien. Ça a été quoi ta réticence principale avant de bosser ensemble ? Alors c'est assez marrant parce que je suis un peu du genre à tout faire moi-même à la base. C'est-à-dire que j'adore un peu comme un explorateur m'aventurer dans différentes thématiques. Je pense que t'es un peu pareil aussi là-dessus. Rechercher, essayer de comprendre, etc. Et tu l'as souvent dit, et je partage aussi cette vision, c'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu gratuit en libre accès. D'ailleurs, vous en donnez aussi énormément. Et en fait, on a vraiment essayé de le faire par nous-mêmes. Et à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on bloquait sous ce plafond de verre et on est passé justement à l'action parce qu'on s'est dit, ok, t'as beau essayer, t'as beau tester tout un tas de choses, mais là maintenant, on a vraiment besoin d'aide. Et pour rien te cacher, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que je crois que 1 an auparavant, on était allé sur le site de Scalzia. J'avais commencé à remplir le Typeform et je m'étais arrêté en fait. Je m'étais dit ouais non, je sais pas et tout, je suis peut-être pas prêt. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un déclic, tu vois. On s'est dit avec mon associé non mais c'est ok, on a un peu plus de trésorerie. Cette année, on a envie de faire levier. On va réinvestir ça sur des gens compétents. Je pense qu'ils ont beaucoup montré, ils ont beaucoup délivré de la valeur et ils nous ont beaucoup donné indirectement. Du coup, on a envie de tester l'aventure. Ouais. Trop bien. J'allais te poser la question ensuite de comment est-ce qu'on a répondu à cette réticence, mais en fait, tu as répondu. Je crois que c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui a été déterminant dans ton choix ? C'est difficile de se remettre de resituer pile à ce moment-là. Ce qui a déterminé ça, je vais pas dire que c'est un post en particulier ou un article ou un podcast, tu vois, mais si je pense que j'ai quelque chose. C'était une phase où justement je faisais beaucoup de sport et en fait j'écoutais beaucoup les jeunes branches et je pense que ça crée un peu un truc, une sorte de FOMO, tu vois, où on écoute énormément d'entrepreneurs réussir et c'est hyper inspirant et on se dit mais attends, moi je bosse tous les jours, j'ai une détermination de fou, je m'intéresse à tous ces sujets. Pourquoi on n'y arrive pas en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a peut-être eu un podcast où ça a été le déclic, je me suis dit tiens, faut qu'on passe à l'action en fait, faut qu'on fasse appel à eux et je crois qu'on a rempli le Typeform et puis on vous a contacté. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce qui, selon toi, dans l'accompagnement, quel a été l'élément le plus pourvoyeur de valeur ? Alors, j'ai adoré travailler avec Cassandre, qu'on remercie aussi en tant qu'Advisory Ops, du coup, parce que ça a été vraiment... En fait, ce modèle que vous avez, je le trouve assez incroyable dans le sens où on a un énorme suivi tout du long, avec quelqu'un qui connaît nos enjeux business, notre problématique. Et en fait, ce que j'ai bien apprécié, tu vois, c'est le fait que Cassandre, bon, elle a été hyper réactive tout du long, elle a compris nos problématiques et surtout, elle a pu nous faire des pivots tout du long de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'au début, on a travaillé avec un premier expert et puis on n'était pas forcément 100% satisfait des résultats qu'on avait eus. Et très rapidement, elle a compris, on lui a dit, on a besoin de gens qui nous rentrent dans l'art, qui nous remettent en question un peu plus
de manière agressive et qui nous challenge. Et elle a tout de suite compris. Et en fait, finalement, elle a pivoté. On a eu des ajustements comme ça qui n'étaient pas prévus sur la roadmap. Et du coup, on a pu travailler avec une suite d'experts après qui était vraiment alignée avec ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc vraiment, ce côté réactif, ce côté compréhension de vos enjeux. Je me souviens effectivement qu'il y avait eu un petit réajustement. Et ça c'est super important pour nous, justement, qu'il y ait cette transparence dans nos accompagnements. Parce que vu qu'on fait de l'ultra custom, c'est notre parti pris, on a cette possibilité de s'adapter. Et de s'adapter aux évolutions, aux attentes, mais aussi aux évolutions possibles de ces attentes, tu vois. Ouais. Donc pour nous, c'est super important qu'il y ait vraiment cette transparence-là, quoi. Et donc c'est trop cool parce que tu t'es manifesté, t'as fait part de ce feedback-là, et derrière, ça a été pris en compte, quoi. Donc, parce que on a vraiment à cœur de prendre en compte tous les feedbacks. Et c'est pour ça que je t'en demande d'ailleurs, là maintenant, et qu'on fait qu'on échange, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Alors ça, c'est marrant, ouais. Je dirais que à partir du moment où on a dit OK, qu'il y avait le go, il y a eu une latence à peu près d'1 mois et demi. Et je crois qu'on était tellement motivés, on avait rempli Notion, on avait envie d'avancer, que ça a créé une sorte de frustration, tu sais, une petite frustration. On s'est dit, non mais faut que ça commence là, parce qu'on est sur les starting blocks. Et je pense qu'à mon avis, alors je sais pas si ça c'est possible pour vous, mais peut-être de réduire le temps à partir du moment où vous donnez le go, avec le premier accompagnement, avec le premier expert, ouais. Ça, on s'est focus dessus à fond. Ok. Je pense qu'on l'a résolu. On a mis en place, déjà, on a mis en place pas mal de trucs depuis. On a mis en place des cours vidéo. Ouais, ok. On a mis en place une stratégie de quick win, où en fait, on t'envoie des kits Notion d'actions à mettre en place en 30 à 60 minutes chacune. Super simple, vraiment, tout est expliqué de A à Z, c'est templaté, hein, tu débranches ton cerveau et tu coches les cases, quoi, pour par exemple lancer ta première campagne de prospection Wallaxy en 30 minutes, qui va générer tes premières réponses dès le lendemain, quoi. Donc on a mis ça en place, on a mis en place des Q&A hebdomadaires aussi, où dès le début, t'es en live avec les cofondateurs, donc moi, Jules, Christian. Et on a raccourci aussi le délai d'onboarding. Donc là, normalement, je pense qu'on est baqué. Ok, trop bien, c'est cool. Vous aviez déjà eu ce feedback, du coup? On le savait, en fait. Nous, il y a une notion qui est essentielle dans le service, enfin dans n'importe quel produit, n'importe quel delivery, c'est le time to value. À quelle vitesse tu vas délivrer la valeur. Et en fait, plus tu vas compresser le temps, plus la valeur perçue et réelle de ton produit est élevée. Donc nous, en fait, on a toujours eu conscience de ça. Pendant un moment, effectivement, on avait des petits enjeux de scale qui faisaient que on avait des onboarding qui avaient tendance des démarrages d'accompagnement en tout cas qui avaient tendance à se rallonger parce que on était en train d'augmenter monter la taille du collectif, on recrutait, on était en train de structurer, etc. Donc ça, on en avait conscience. On a bossé ensemble pile pendant cette période. Donc c'est pour ça que là, on s'est armé pour au contraire diminuer ce time to value le plus possible, quoi. Donc là aujourd'hui, dès la première semaine, en fait, t'as déjà fait X trucs, t'as déjà expérimenté la valeur, t'as compris et on y va, quoi. Trop bien. Ok. Et mais d'ailleurs, si je t'invite à faire signe à Cassandre si tu veux qu'elle t'envoie des petits exemples de trucs qu'on a mis en place. Ouais, carrément. Par exemple, tu vois, si tu veux l'accès aux vidéos, aux cours vidéo par exemple, t'en as pas mal. Je pense que ça peut être vachement utile. Hein. Ok. Donc, ça marche. Et Yacine, je pense qu'il sera content d'avoir de tes nouvelles en plus. Ouais, on doit discuter demain du coup. Ah bah trop bien. Tu vois, tu pourras en profiter. Écoute, merci beaucoup pour ces retours, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je peux t'aider là, quel qu'il soit, au niveau de vos objectifs actuels, ta stratégie à venir sur 2024 ou quoi? Ouais, écoute, tout à l'heure on parlait un petit peu en off de faire des vidéos. Je pense qu'il y a un sujet assez intéressant qui devrait être la suite, c'est-à-dire que j'aimerais bien me concentrer sur la partie création de contenu. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. T'en fais déjà? Et alors j'ai commencé, j'ai mis le pied dedans du coup. Mais ça, pour le coup, ça serait assez intéressant de discuter tout ça. Ouais. Et puis après, aussi peut-être une thématique sur le nurturing. Ouais. Ok, nurturing donc de prospects, c'est ça? Comment est-ce que t'entretiens la relation? C'est ça. Okay. Aujourd'hui, on arrive à rencontrer des prospects, échanger, donner de la valeur, mais ceux qui sont pas forcément prêts tout de suite, comment est-ce qu'on les nurture intelligemment aussi? Ok. Donc, je pense que ça peut être pas mal d'en parler. Trop bien, ça marche. On commence par le contenu. Allez. Aujourd'hui, tu publies sur quoi?
Alors aujourd'hui, on va même revenir un petit peu en arrière. J'ai pas mal publié sur LinkedIn un temps, mais on avait une approche trop produit en fait. Je crois qu'on crée du contenu juste pour parler de notre produit en permanence et pas pour vraiment aider les gens sincèrement. Donc ouais, si je devais publier aujourd'hui, je pense que ça serait LinkedIn couplé à du YouTube et j'aimerais bien faire beaucoup de vidéos. Ouais. Ok, très bien. Et là, si tu devais commencer par un canal, ça serait quoi? LinkedIn. Ouais. LinkedIn. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà un début, des pistes de ligne éditoriale, de sujets? Est-ce que là, tu as fini ton positionnement, donc tu sais à quel persona potentiellement tu t'adresses? Tu as défini ton client idéal? Ouais. Essentiellement, travailler avec donc, des responsables com ou market, plutôt PME d'une 50aine d'employés, on va dire, à peu près pour donner un ordre d'idée. Ce que j'aimerais, c'est vraiment de leur donner de la valeur, leur montrer que faire de la vidéo, c'est bien, mais si c'est pas forcément bien fait, ça peut pas... ça peut donner des choses pas forcément rentables derrière. J'avais quelques idées, du coup je lance cette piste, après tu me dis ce que t'en penses aussi. Je pensais notamment au fait de faire une chronique pour montrer quelles étaient les stratégies gagnantes du moment en fait. C'est-à-dire analyser un petit peu avec mon œil d'expert les grands comptes, montrer un petit peu ce qu'ils ont mis en place en termes d'assets vidéo, comment ils les ont utilisés en fait dans un funnel à différents endroits et décrypter un petit peu tout ça pour montrer ce qui était gagnant. Ça, c'était une petite ligne éditoriale auquel j'avais pensé, ouais. Ok. Donc en mode vraiment étude de cas, c'est ça Ouais. Ok. T'as pas trop de mal à produire de la vidéo? Ça, c'est l'avantage. Normalement, ça va, ouais. Alors moi, un retour que je peux donner... Là, je vais vraiment te répondre comme si tu me donnais les clés de Enor et que je devais me débrouiller, quoi. Ok. Bon. Donc... avec mes biais, avec mes tropismes, avec mes potentielles erreurs ou quoi, mais en tout cas, voilà ce que moi je ferais. L'avantage de bosser sur une thématique à fort indice, ce que j'appelle à fort indice de spectacularité. Donc, c'est quelque chose qui, enfin, voilà, tu produis quelque chose de façon artisanale dans le bon sens du terme. Et donc, je profiterai en fait de ça pour le mettre en avant. À savoir que LinkedIn est très friand de ça. Très friand, je tire le trait, mais tu vois, demain, un chef pâtissier qui se lance sur LinkedIn avec du contenu bien produit, où tu le vois produire ses pâtisseries avec potentiellement une petite touche un peu patriote. Ouais. Parce que LinkedIn est très patriote pour vanter le terroir, vanter le savoir-faire français, etc. Je pense que le carton serait assez phénoménal. Dans cette droite lignée, je pense que tu peux carrément aller émuler quelque chose de cet ordre-là, en mode montrer comment tu produis une vidéo, montrer l'envers du décor, montrer les parties prenantes. Et donc, comme tu pensais, comme tu avais commencé à le faire, on a parlé de drone tout à l'heure. Ouais. Je pense que tu as quelque chose aussi à faire de cet ordre-là. C'est pas forcément quelque chose que vous vendez aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous savez encore faire. Alors ouais, c'est quelque chose qu'on sait encore faire. Par contre, c'est une très faible partie de l'activité aujourd'hui. Ok. Mais pardon, je te coupe, mais je rebondis sur ce que tu disais. Du coup, c'est intéressant. Donc toi, tu verrais les choses plutôt donc un peu type making of, montrer les coulisses, c'est ça? Ouais. De la création d'une vidéo. Et comment est-ce que tu pourrais le faire pour montrer les coulisses du coup de la production, mais aussi de la partie qui nous concerne, qui est plutôt axée sur les résultats et la diffusion. Tu vois, montrer que on n'est pas simplement une agence vidéo, une boîte de prod, que derrière on va t'accompagner à faire de la croissance avec la vidéo. Tu vois, comment toi tu l'illustrerais sur LinkedIn ça? Je chercherais pas forcément à l'illustrer. Ça serait pas forcément mon sujet. Moi, je verrais vraiment LinkedIn comme mon contenu comme un canal, un vecteur d'awareness. Tu vois. Okay. C'est-à-dire que moi, je reviens vraiment de ces stratégies, tofu, mofu, bofu. J'en reviens vraiment. Pourquoi? Parce que la data de mes posts, alors c'est purement empirique, c'est purement personnel, mais m'a démontré que la seule corrélation que j'ai identifiée entre ma lead gen, nombre de leads, d'opportunités que je génère et mon contenu, c'est le taux d'impression. Okay. C'est le seul. Que j'ai observé en tout cas et qui s'est maintenu sur la durée. C'est-à-dire que peu importe les thématiques que j'adresse, peu importe le sujet de mon post, si mon post part viral, je vais avoir un surplus de leads qui va tomber sur la journée, systématiquement. Okay, ouais. Hyper intéressant. Et j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé justement des témoignages clients. Je me disais, ok, mon post va faire moins de likes, je vais partager un témoignage client, donc c'est sûr et certain que je vais recevoir des leads sur la journée, donc que dalle. Le post n'a pas marché, donc j'ai pas généré de leads. Tu vois. Par contre, le lendemain, j'ai publié sur j'ai partagé un prompt de ChatGPT. Bon,
l'époque, c'était, ça se recoupe pas temporellement, c'était pas les mêmes périodes, mais c'est exactement la même chose. Le post a fait 1500 likes, j'ai généré 20 rendez-vous sur la journée. Moi, j'aurais pas tendance à le voir comme un canal de conversion, tu vois, en mode tofu, bofu, mais vraiment comme un canal d'awareness où l'objectif, c'est que les gens voient ce que tu fais, s'intéressent à toi, te voient passer et s'intéressent à toi à hauteur de l'intérêt qu'ils ont envie de t'accorder à l'instant T. Tu vas en avoir qui vont aller visiter ton profil. Ton profil est bien optimisé, t'as revu ton message, donc ça va leur parler, ça va pas leur parler, mais en tout cas, déjà, il va se passer un truc. D'autres vont vouloir creuser encore plus, vont aller voir ton site. Ce qu'il faut se dire, c'est si on reprend un peu la psyché, si on remonte un petit peu le temps et qu'on se remet, on se remet à il y a 1 an, il y a 2 ans, tu vois, si on se refait un petit peu ton circuit d'adoption de l'accompagnement Scalezia, bah, ce qui s'est passé, c'est que tu as dû voir passer un premier post, ouais. Tu as dû passer 2 posts, 3 posts, tu te dis, ah, c'est pas mal ce qu'ils font et tout, c'est pas mal, ça m'intéresse, trop bien, donc première fois tu likes pas, deuxième fois tu likes, troisième fois tu likes et tu vas voir mon profil, ah, le profil t'intéresse, ok, très bien, tu me suis, quatrième fois tu vas voir mon site, tu regardes pas trop, tu regardes un peu, mais pas très longtemps. La quatrième, cinquième fois, tu reviens, tu lis un petit peu plus. 12e fois, tu cliques sur le Typeform, ouais. Tu commences à le remplir. Tu le remplis pas jusqu'au bout. Et ça nous ramène à 1 an plus tard, où là, tu te décides enfin à y aller. Et entre-temps, t'as vu passer je sais pas combien de mes publications et je sais pas combien de mes podcasts. Et là, c'est le moment, quoi. Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce circuit décisionnel a été le tien, mais en fait, tous tes prospects vont passer par les mêmes étapes. Sauf que tu vas en avoir certains qui vont passer, qui vont les passer en 2 étapes, tu vois. C'est-à-dire que directement, ils ont un problème à l'instant T. Momentum, ouais, direct, ouais. Ils ont une problématique que tu peux résoudre pour eux tout de suite. Leur problème est douloureux, urgent, reconnu. C'est bon, ils te contactent et go, quoi. Et d'autres pour qui ça va prendre 2 ans et demi, quoi. Mais le seul truc que tu maîtrises, c'est à quelle fréquence tu publies, à quel point tu te montres, et pas chercher à convertir, pas chercher à pousser la conversion. Moi, j'ai tendance à vraiment de plus en plus faire confiance aux gens, tu vois. Par contre, ce que je fais, c'est que je rajoute une couche de setting par-dessus. En fait, je vais proactivement engager la conversation avec eux sur la base des engagements qu'ils m'ont témoigné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, on le faisait pas, mais aujourd'hui, il y a de fortes chances que en me suivant, en lâchant un like, 2 likes, 3 likes sur mes publications, bah, tu reçoives un message de ma part qui dit « Hello, j'ai vu que tu avais liké mes publications, etc. Est-ce que tu permets que je te pose une question ?» Okay, top. Et là, on aurait commencé à échanger. La question, pour moi, c'est pas tant comment est-ce que quel contenu je peux publier qui va donner envie aux gens de me contacter à l'instant T parce que ça crée un déclic chez eux, mais plutôt comment est-ce que je peux leur apporter en continu du contenu qui les intéresse, qui leur donne envie de s'intéresser à moi, qui leur permet de mieux comprendre de façon, tu vois, très incrémentale, très progressive ce que je fais, pourquoi je le fais mieux que les autres, tout en le montrant. Tu vois, l'idée, c'est pas de show d'un tel, donc ne dis pas, démontre, ouais. Tu vois, montre-le. Ouais. Et si tu rajoutes à ça une surcouche de building public, où tu vas pas te mettre, toi, intuitu, un petit peu plus en avant, parler de ton parcours, parler de l'aventure énorme, parler du combat que vous menez, ainsi de suite, quelque chose de beaucoup plus personnel, qui va résonner avec ton audience et le client idéal que tu adresses, qui est un entrepreneur, bah là, en fait, tu vas créer une proximité vraiment trop cool, quoi. Et donc là, je verrais vraiment plus ça comme un grand ensemble, tu vois, que comme des bangers en mode des micro-campagnes de pub, dont le but est de générer la conversion. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, ça n'a jamais marché, tu vois. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vises le long terme. T'es plus sur un objectif de conscience où finalement... mais c'est quoi un petit peu ton framework pour justement... est-ce que tu délivres de la valeur systématiquement dans ces posts-là ou justement j'avais cru comprendre que parfois tu parlais de ok, je vais alterner avec un post plutôt inspirationnel, un post où je vais donner de la valeur. Est-ce que tu as une sorte de framework justement pour ça ? Ouais, j'en ai pas mal. Alors,
J'ai testé plein de trucs. Forcément, j'ai publié genre 1500 posts au final, tu vois, sur LinkedIn. Donc, j'ai testé plein de trucs. Moi, je vais te parler moi, mon avantage comparatif à moi, c'est justement ce qu'on appelle l'apport de valeur. Donc, je peux publier des posts qui apportent de la valeur quasi en illimité. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, ça va être plus compliqué pour moi de publier des posts storytelling, de raconter ma life et tout. Je sais le faire, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu de ces super résultats avec ça, mais c'est pas du tout ce qui me vient naturellement. Alors, j'en ai pas grand chose à faire de parler de ma vie, de me mettre en avant et tout. T'en as d'autres, par contre, pour qui ça va être beaucoup plus naturel et qui vont avoir beaucoup plus de mal à apporter de la valeur, comme on le dit, à publier des posts qui vraiment vont apporter quelque chose de concret et tout. En fait, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a aucun... Il y a rien de... c'est purement subjectif, en fait. Il n'y a absolument rien de... Chacun ses armes, en fait. La question, c'est plus de toi découvrir tes armes à toi, découvrir ce que tu fais vraiment facilement et que tu fais beaucoup plus facilement que les autres en tant que créateur. Tu vas en avoir certains qui vont s'illustrer de façon très prolifique dans le coup de gueule, quoi. Ils vont être très forts pour passer des coups de gueule, et des coups de gueule qui résonnent avec les gens, qui vont générer beaucoup d'engagement, de connivence. Tu vois, il y a quatre types d'engagement: remerciement ou réciprocité. T'envoies de la valeur, les gens like, commandent pour te remercier. Okay. Solidarité, soutien. Il t'arrive quelque chose de positif ou négatif dans la vie, les gens vont engager pour te soutenir ou soutenir la personne dont tu parles. Tu vas parler de un tel à qui il est arrivé une galère, les gens vont liker pour soutenir. Ou pour le féliciter, voilà. Connivence, tu vas prendre une position forte sur un sujet clivant, à contre-courant ou pas, ça dépend, mais forte sur un sujet, les gens vont engager pour témoigner leur connivence ou alors leur désaccord. Et dernier, c'est mindfuck, j'appelle ça mindfuck, c'est tu vas tordre le cou à une idée reçue qui a la peau dure, okay. Et les gens vont liker, commenter pour dire « Ah putain, j'avais pas vu ça comme ça » et tout. Okay. Donc ça, c'est les 4 grands types de likes d'engagement que tu vas retrouver sur n'importe quelle plateforme, tu vois. Et en fait, toi, l'idée, c'est de trouver la typologie de like sur laquelle tu t'illustres le mieux, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ok, donc toi, tu choisirais en tout cas celle avec laquelle tu es le plus à l'aise, et après tu j'expérimenterais, ouais, c'est ça. Ouais. Je verrais, tu vois, j'expérimenterais, je me donnerais vraiment du temps, quoi. Mais j'expérimenterais jusqu'à voir en fait ce qui se dessine. C'est-à-dire que moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à publier des posts qui vont générer du remerciement. Okay, beaucoup plus de facilité. Ouais. Et donc, je le fais à fond. Et ça veut pas dire que je vais me cloisonner et m'interdire de publier des posts un petit peu plus soutien ou un peu plus connivence ou quoi. Mais je vais pas forcer le trait. Je vais rester dans le lâcher prise le plus possible, tu vois, comme un tennisman. T'es sur le court, à partir du moment où t'es crispé, tu vas faire n'importe quoi, alors que au contraire, le tennis par excellence, c'est un sport où il faut être relâché, il faut être bien dans ses appuis et tout. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de trouver son flow en fait. Et pour ça, en fait, il faut tester un maximum de choses. Donc, se fixer un objectif d'input, publier à plus haute fréquence possible, en fait, et voir ce qui fonctionne, non seulement pour ton audience, mais aussi pour toi. Et c'est à partir du moment où tu arrives à trouver la triangulation entre les thématiques porteuses commercialement pour toi, ce à quoi ton audience réagit, et ce à quoi toi, tu réagis, ce que toi, tu kiffes produire, que là, tu as trouvé le truc. Et pour ça, c'est l'expérimentation, quoi. Ouais, t'es obligé de tester en fait. Ouais, c'est ça. Après, t'as des intuitions. C'est-à-dire que un axe très intéressant pour commencer, c'est de contacter tes meilleurs clients, les clients avec qui tu préfères bosser, et leur dire, ok, là, justement, là on bosse ensemble depuis un moment et tout. Quel contenu vous aimeriez voir de moi ? Là, demain, je me mets à publier du contenu. Vous allez voir mon contenu quoi qu'il arrive, parce qu'on est connecté sur LinkedIn. Vous allez me voir apparaître dans votre feed. Quel contenu vous avez envie de voir ? Et en fait, tu les écoutes. Ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai que
cette approche-là, bah justement, Laetitia, avec qui on avait travaillé, qui est une de vos expertes, sur la partie plutôt sales, nous avait donné ce conseil, en fait, même sur la partie commerciale, de demander à tes prospects comment est-ce que vous voudriez que je vous contacte, comment vous préférez qu'on vous contacte. Et c'est marrant parce qu'on a déjà enclenché un petit peu ce travail justement sur LinkedIn, de poser des questions à des clients existants en disant, bah voilà, on s'apprête à créer du contenu. Est-ce que ça vous intéresserait ? On a fait quelques sondages, donc ça commence un petit peu à nous donner des pistes. Mais comment est-ce que tu fais toi pour... Alors j'avais discuté un petit peu avec Julien de ton équipe aussi, qui m'avait dit mais c'est fou en fait, chez Scalza j'ai l'impression qu'ils ont toujours des idées de contenu, il y a des idées qui leur passent par la tête, ils disent tiens j'en fais un post en fait. Est-ce que t'as une technique un petit peu pour avoir toujours plus d'idées? C'est comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, de fou. Alors déjà la créativité c'est un muscle, donc en fait on est tous beaucoup plus créatifs qu'on pense. Donc déjà, exercice tout bête, tu prends un bloc-notes, ça marche mieux à l'écrit manuscrit, tu vois. Ouais. Tu prends un bloc-notes, tu prends un timer, tu te mets un timer de 5 minutes, et pendant 5 minutes, tu as le timer sous les yeux, tu dois avoir minimum 10 idées. Donc tu numérotes de 1 à 10, tu vois, sur ton bloc-notes, tu dois avoir 10 idées. Et si t'en as plus, tant mieux, mais tu dois en avoir minimum 10. De toutes les personnes à qui je l'ai fait faire, celle qui a eu le moins d'idées en 5 minutes, en a eu 7. Au démarrage, quand je lui ai demandé combien elle pensait en avoir, elle m'a dit 2 ou 3. Tu vois. On en a eu 7. Et donc, rien qu'en faisant ça, tu peux déjà choper tes 10 premières idées. Et après, tu choisis celle qui t'inspire à l'instant T, celle sur laquelle tu as envie de travailler, et bim, t'y vas. Donc en fait, ça, c'est pour prouver que la créativité, les idées, on les a tous. Par contre, on est plus ou moins habile et plus ou moins formé à les capter, ces idées. C'est pour ça que moi, j'ai un système de notation qui est systématique. J'ai mes blocs, je centralise tout sur mes applis, sur mes notes, dans mes notes, sur l'appli note de mon téléphone, qui est mappé, qui est connecté par cloud sur l'ordi, donc tout est synchro. Et dès que j'ai une idée, bim, je la note. Et le muscle, la créativité, c'est un muscle qui s'hypertrophie, qui s'atrophie et qui est susceptible. C'est-à-dire que justement, il va s'atrophier, il va se vexer et s'atrophier si tu l'écoutes pas. Okay. Donc, il faut vraiment prendre cette habitude-là de noter ses idées, de les choper au vol. Et comme ça, tu vas hypertrophier aussi ta faculté à reconnaître un truc comme étant une idée. C'est quelque chose qui se met en place au fur et à mesure. Et donc déjà, premièrement, donc dans la captation de l'idée, scinder l'idéation de la production du post, toujours commencer à écrire sur la base d'une idée que tu as sélectionnée, ne jamais te pointer en mode ok, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui, toujours avoir un plan, et après ça va jouer aussi au niveau du repurposing. Repurposing, ça veut dire réutiliser du contenu que tu as déjà publié, que tu as déjà produit par le passé. Moi, je repurpose énormément, et j'encourage tout le monde à le faire. J'utilise un framework, j'ai développé un framework qui s'appelle les 5 R. C'est les 5 façons que tu vas avoir de repurposer. Donc tu vas pouvoir soit republier tel quel, ou à un contenu soit tel quel, soit à 90% similaire. Donc tu vas le mettre à jour, par exemple, tu as publié un article sur mes 10 conseils, mes 7 conseils pour faire une vidéo légendaire. Bah là tu vas mettre à jour, tu vas rajouter 2 points, ça va te faire 9 conseils. Ok. T'avais déjà un contenu qui était à 90% près, quoi. Hyper smart, ouais. Tu vas reformater. Donc, tes 7 conseils, tu vas les reprendre tel quel. Mais là, tu vas en faire un carrousel, par exemple. Ou tu vas en faire un podcast. Tu vas en faire une vidéo. Tu vas en faire une newsletter, ce que tu veux. Donc là, tu peux créer des passerelles. Tu vas ramifier. Donc là, c'est 7 contenus. Tu vas en faire un post distinct à chaque fois. Ok. Donc, par exemple, petit hack tout bête que je te donne, c'est tu vas faire une liste des 10, 15, 20 conseils que tu as envie de donner à ton client idéal pour résoudre son problème, le problème que tu adresses. Donc, 20 conseils au CEO de tel secteur pour des vidéos qui génèrent vraiment du résultat chiffré, qui génèrent vraiment de l'argent. Tu notes tes 20 conseils, ça te fait ton premier post, et après, pour chaque point, t'en fais un post à part entière. Ok, ouais. Et après, sinon, tu vas pouvoir rassembler. Donc, imaginons que tu fasses un post
par exemple, tu fasses une série de posts qui va donner justement ces conseils-là, et ben tu vas dire, ok, maintenant je vais tous les lier, je vais en faire un carrousel, ou je vais en faire une newsletter, je vais en faire un e-book, un livre blanc, ce que tu veux, mais tu vas rassembler différents contenus. Donc tu peux très bien envisager, par exemple, te dire, ok, j'ai publié une série de posts, j'ai publié 15 posts de 250 mots chacun, où je vais transmettre tout mon savoir, tu vois. Mais chaque post est un chapitre d'un e-book que demain tu vas constituer avec avec très peu de travail au final, et que tu vas pouvoir distribuer de façon exogène et tout. Et là, comme ça, les trucs se recoupent. Ah, super intelligent, effectivement. Et ce principe de recyclage du contenu, il est hyper smart parce que t'as toujours des idées qui viennent, qui se co-construisent un petit peu sur la base que t'avais déjà. Et finalement, ouais, ce que j'en vois là, c'est que ça a l'air infini, en fait, finalement. Ah, c'est infini. Ouais. C'est infini. Bah, là, je vais te dire, l'année dernière, j'ai eu une idée. Là, ce matin, j'ai fait un repurposing d'un repurposing. Ok. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'envoie un micro-cours. Alors, je l'écris plus toutes les... Enfin, c'est plus moi qui m'en charge toutes les semaines, mais toutes les semaines, on envoie un micro-cours dans notre newsletter. On envoie énormément de valeur, tu vois. C'est pour... je sais pas, ça va être un cours sur l'IA, ça va être un cours sur The Growth, sur le sales ou quoi. Et en fait, il y a un an, j'ai eu l'idée pour mon anniv de dire, ok, bon bah là, c'est mon anniv, mais c'est pas moi qui vous offre Enfin, c'est moi qui vous fais un cadeau. Donc j'avais rassemblé à l'époque les 25 micro-cours que j'avais envoyés jusque-là sur cette nouvelle ligne édito. Et j'avais tout rassemblé. Et j'avais fait une sorte de méga bundle et tout, avec plein de valeurs dedans, avec plus de 300 pages de texte et tout. Et cette année, j'ai refait exactement la même chose. Sauf que j'ai mis à jour en rajoutant les micro-cours qui ont été publiés cette année. Donc je les ai pas tous, j'ai pas conservé tous les micro-cours qu'on avait envoyés. Au final, on tombe à 43. Donc j'ai fait exactement la même chose. Le post, je l'ai très, très légèrement retravaillé. Mais là, je mets en avant 43 contenus. En un an, les gens ont complètement oublié que je l'ai fait il y a un an. Et ça remarche toujours aussi bien. Et en fait, tu peux créer des lasagnes comme ça de repurposing. Les gens qui remarquent que tu repurposes, bah, soit à 99% sont contents de le revoir. T'en as très très peu qui sont saoulés, et puis en fait, tu t'en fous. T'en as 1% qui le remarque et qui va commenter, ça te fait du reach. Et les autres l'avaient pas vu au départ en fait. Donc quoi qu'il arrive, t'as tout à gagner à réutiliser au maximum. Et c'est comme ça que tu crées cet enchaînement constant de contenu. Ouais, tu crées une sorte de machine à contenu finalement où t'as toujours plus ou moins ta ligne édito. Ouais. Et en fait, tu reconstruis sur tes propres idées. Ouais. Et finalement, si on reprend un peu ton conseil du début qui était tes awareness, tu cherches aussi à vraiment développer la conscience. Bah, vu que tu es haut de funnel, finalement, tu vas aussi chercher à sensibiliser des personnes qui n'ont pas passé, qui sont pas descendues un petit peu plus bas dans ton funnel. Donc finalement, ouais, c'est hyper intéressant. Exactement. C'est intéressant, ouais. Exactement. Et en fait, les gens, ils vont descendre d'eux-mêmes dans le funnel. Tu vois, le funnel, de toute façon, dans le B2B, il est simple. Hein. C'est profil LinkedIn, ton profil LinkedIn, ton site, ton formulaire. Et voilà, le funnel n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Après, tu peux rajouter des petits modules et tout, mais on n'est pas dans des funnels, ClickFunnels, infopreneuriaux de fou furieux, tu vois, où t'as une structure de fou, t'as une profondeur de malade et tout. Là, on est sur quelque chose de relativement simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est la buyer decision, quoi. Et ça, en fait, tu la maîtrises pas. Tout ce que tu peux faire, toi, c'est de t'assurer de montrer patte blanche le plus souvent possible. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu du setting. Comment ça se passe aussi à ce niveau-là aujourd'hui ? Ouais, le setting, c'est que tu vas engager proactivement la conversation avec ton interlocuteur. Interlocuteur, en fait, que tu as priorisé, que tu as mappé sur la base de l'engagement qui t'a témoigné. Donc, tu as de l'inbound setting, de l'outbound setting. En gros, la différence, c'est que l'inbound setting, c'est les gens qui t'ont témoigné, qui se sont engagés à l'égard de ton contenu. Donc, qui ont liké, commenté, repartagé un de tes posts, qui sont abonnés à ta chaîne, qui t'ont envoyé un DM, qui t'ont envoyé une invitation, voilà. Outbound setting, c'est toi-même qui va aller s'activer, créer une conversation avec eux sur la base d'une action qu'ils ont eue, mais à l'égard du contenu d'un autre, par exemple. Ok. Ouais. Voilà. Donc ça diffère de la prospection dans le sens où là, tu as vraiment un intent très social media, en fait, qui dénote. En fait, le principe du setting, c'est vraiment une approche très ingénierielle de la conversation
avec l'authenticité au centre, l'apport de valeur au centre. L'objectif, c'est vraiment d'échanger sur un chat en fait avec la personne, de lui apporter de la valeur, du concret, et de faire évoluer naturellement, mais de façon quand même méthodique, la conversation vers un appel téléphonique. Donc c'est ce que tu aurais fait en 12 mois avec ton contenu, comme ça de façon un peu asynchrone, et de façon un petit peu hasardeuse aussi, bah là tu vas le faire en 8 semaines à l'écrit, en échangeant quelques messages avec ton interlocuteur, parce que bah tu vas pouvoir créer un espace de conversation privilégié où tu vas pouvoir lui apporter des réponses, du concret, tu vas pouvoir t'intéresser à lui, et en fait par mécanique relationnelle, bah tu vas créer tu vas instiguer cette envie chez lui d'en apprendre plus. Et donc ouais, le setting c'est ça. En fait, pour moi, la grande contribution du setting, c'est que ça amène un changement de paradigme où on parle plus en lead généré, tu vois, on parle plus en prospect généré ou quoi, en rendez-vous booké. Ça, c'est un byproduct, c'est un output. On parle en nombre de conversations engagées. Ok, ouais. Donc quand tu es setter, quand tu fais du setting, ton objectif, c'est de générer X conversations par jour et c'est de ne jamais avoir moins de X conversations en cours. D'accord, ouais. Parce que tu sais que derrière, statistiquement, tu vas en générer en général 20 à 30% en appel. C'est intéressant parce que du coup, c'est plus du tout la même logique que justement sur du cold où tu essayes d'avoir, comme tu disais, des rendez-vous. Là, tu as des gens qui ont déjà vu ton contenu, qui sont déjà un peu plus conscients de ce que tu fais. Exactement. Et finalement, tu es là pour discuter avec eux, délivrer de la valeur et à terme les rencontrer. Ouais. Exactement. Ok. Le seul truc avec le setting, c'est que franchement, je te dis, ouais, c'est 20 à 30% de conversations génèrent des rendez-vous. Donc, ouais, c'est énorme. Ouais. Donc après, forcément, c'est pas des rendez-vous, tu vois, on a cette idée, c'est pas des rendez-vous de closing, c'est des appels, des premiers appels pour faire évoluer la relation. Donc après, ça suit son cours. Mais en tout cas, 20 à 30% des conversations avec des contacts donc qualifiés vont donner lieu à des appels. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, le truc qui fait peur avec le setting, c'est que forcément, ça prend un petit peu de temps. Ouais, et puis tu peux pas non plus, j'imagine, mettre toutes les personnes aussi pour à la place de ton compte qui vont faire du setting. Genre, c'est pas la même manière. J'imagine que tu dois quand même délivrer de la valeur sur des conversations et amener vraiment quelque chose aussi de différent. Bah, nous, on a un setter en interne qui s'occupe de plusieurs comptes, qui est très très bon. Mais l'avantage du setting, c'est que c'est vraiment un métier qui demande une haute capacité d'apprentissage, parce que tu as beaucoup de données, effectivement, tu as beaucoup d'infos à ingérer quand tu es setter. Donc, faut avoir une capacité de mémorisation, une capacité d'apprentissage quand même assez élevée. Par contre, ça reste un travail très algorithmique. Et donc ça, c'est trop bien, parce que ça te permet de complètement templater le truc, de bien scénariser l'armature des conversations, et de t'assurer que demain, ton setter gère ta conversation comme toi, tu l'aurais géré. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et l'IA dans tout ça ? L'IA, on y travaille. ouais, j'imagine, parce que si c'est algorithmique... Il y a un côté très algorithmique. Après, je suis pas sûr que l'IA n'ait encore cette subtilité-là, tu vois, puisse apporter cette subtilité relationnelle. Ne serait-ce que dans le choix de la décision, de faire évoluer la conversation dans un sens ou dans l'autre. Dans un autre, tu sais, il y a ce timing aussi très intuitif de est-ce que là, c'est le bon moment pour proposer un appel ? Est-ce que j'attendrai pas un petit peu plus ? Est-ce que l'IA va manquer un petit peu de contour là-dedans, je pense. Mais oui, par contre, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir je pense, mon intuition, c'est que dans 3-4 ans, on aura des comptes qui vont s'intercéter les uns les autres. On aura des IA qui parleront entre elles, qui vont avec les agendas qui se rempliront automatiquement. Mais je le vois gros comme une maison, quoi. Ouais, ça va arriver. Et on en vient justement au nurturing. Ouais. Pour moi, le nurturing, l'idée, c'est de vraiment prolonger ce paradigme-là de la conversation engagée au nurturing. Donc vraiment de te dire, ok, avec combien de leads perdus, parce que combien de leads en cours, j'ai une conversation en cours. Donc par envoi régulier d'un contenu, par next step qui est prévu pour dans X temps. C'est pour ça que l'idée, c'est de toujours caler une next step avec tes leads. Tant que le prospect n'est pas perdu, caler une next step, même si c'est pour dans 6 mois, tu vois. Au moins, la next step est calée. Et tu peux retomber sur tes pattes. Ouais.
et combien de conversations j'ai réengagées. Par justement là aussi l'envoi d'un contenu, par un petit appel, par un petit mail. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ça demande juste un petit peu d'orga, en fait. Parce que, forcément, ça reste quelque chose de l'ordre du sport de haut niveau, tu vois. Enfin, c'est vraiment une routine à entretenir. Mais pour moi, voilà, après, la théorie, c'est ça. Dans la pratique, tu peux faire le truc de façon très organique, manuelle. Tu scénarises ton truc, ça dépend juste de tes volumétries. Après, tu as des outils qui te permettent d'automatiser ton nurturing. Tu as Plazy, par exemple, qui est très cool pour ça, qui automatise ton nurturing sur la base d'un scoring et tout, qui envoie les bons contenus au bon moment. Ça nécessite par contre d'avoir beaucoup de contenu déjà à dispo pour distribuer le bon contenu au bon moment. Donc ça s'adresse à des boîtes qui ont déjà un beau patrimoine de contenu et surtout des gros volumes de leads à animer. Mais ça, tu peux le faire de façon complètement manuelle sur des volumétries plus faibles. Et de toute façon, ce qui a à payer sur le nurturing, c'est le relationnel, quoi qu'il arrive. Et donc, moi, je suis persuadé que appeler un prospect, t'intéresser à lui, lui dire voilà, où t'en es ta problématique là alors. Parce que là, on discutait, là, c'est même pas pour te parler même pas pour parler de mon devis et tout. Enfin, ça, on s'en fout. Voilà, moi je veux vraiment savoir où t'en es par rapport à ta problématique. Est-ce que c'est toujours un sujet de ton côté ? Comment est-ce que moi je peux t'aider surtout ? Voilà. Ça t'amènera toujours plus de résultats que d'envoyer un livre blanc de façon un petit peu automatisée ou quoi. Ouais, bah oui. Mais ça rejoint aussi ça, c'est que finalement j'ai l'impression que avant d'automatiser, parce qu'on est dans l'ère de l'automatisation pour tout, mais il y a toujours revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire prendre le temps avec les prospects, discuter. Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré Kevin Dufresne, que tu connais bien. Ouais. Juste avant une conférence, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Ouais. Il m'avait donné ce conseil, en fait. Il m'avait dit, prends justement le temps, sincèrement, d'écouter ses prospects. Pose-leur la question, comment tu peux les faire performer, les aider, justement, à résoudre leurs problématiques. Et à partir de ce moment-là, tu as un produit, tu as une offre, en fait. Et avant de chercher à automatiser, révolutionner le game, c'est vrai que ça a été assez game changer pour nous parce qu'on a commencé à s'intéresser à toutes ces personnes, les écouter, enregistrer les calls, synthétiser tout ça. Et en fait, on se rendait compte que bah oui, on n'allait pas jusqu'au bout à chaque fois. Mais c'est vrai que pour le nurturing, ça répond pas mal à ma question. Je pense que commencer peut-être humainement parlant à poser des questions comme ça, voir comment on peut les aider, entretenir le lien. Et puis à terme, oui, peut-être mettre en place des outils d'automatisation. Ouais, sur la base de patterns que tu as identifiés. C'est-à-dire que quand tu te rendras compte que à chaque fois, les clients te demandent tu vois, en ce moment, j'ai une galère sur tel sujet. Tes prospects, peut-être que tu peux m'aider ou quoi. T'auras identifié potentiellement un nouveau service à lancer, ou alors un contenu à déployer, un contenu à développer qui te permettra de répondre à cette problématique. Et là, tu peux t'as des axes d'automatisation intéressants. Mais l'automatisation au préalable, surtout sur ça, c'est le risque en fait avec le nurturing. Moi, je suis d'avis. Moi, ma thèse par rapport à ça, c'est que quand tu réengages un prospect, il faut toujours le réengager sur la base du canal le plus personnel et intime avec lequel tu as réussi à l'engager. Donc, si tu as réussi à l'engager par téléphone, continue de l'engager par téléphone. Pourquoi ? Parce que te mettre à l'engager par mail automatique, ça serait downgrader la relation. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Ouais. Donc en fait, engager un prospect que tu as eu en call, que tu as eu en visio, et le faire rentrer dans une boucle de nurturing automatisée par mail, à moins que ta séquence soit excellente, ça te ramènera toujours moins de résultats que de lui passer le petit coup de fil tranquillou tous les mois pour prendre des nouvelles, tu vois. Finalement, tu capitalises sur ce qui a marché déjà, en fait. Ouais. Toujours se dire, ok, comment est-ce que je peux maintenir ce niveau d'engagement et d'intimité que j'ai eu avec mon prospect, ce niveau de relationnel, en fait. Okay. Et ne downgrader que quand c'est vraiment absolument nécessaire. Et donc ça, c'est un des préceptes de base du nurturing, en fait. Mais par contre, effectivement, ça fait qu'il y a des choses qui sont pas automatisables. Mais encore une fois, je pense que l'automatisation, elle devient vraiment un sujet que quand tu atteins des volumétries qui sont telles que tu n'as plus du tout le temps. Mais je pense que honnêtement, on a tous en tant qu'entrepreneur le temps d'appeler, de passer 3-4 coups de fil par jour de quelques minutes pour prendre des nouvelles à un prospect qui potentiellement demain peut devenir notre client, quoi. Totalement, ouais.
J'espère que ça t'a aidé. Ouais, carrément. Non, c'était hyper intéressant. C'est vrai que ça me donne vraiment un axe pour la partie création de contenu. Je pense que capitaliser aussi sur ce qui marche, j'ai déjà fait des tests, mais vraiment aller dans cette direction-là. Le côté vidéo, j'ai un peu plus de vision sur la manière dont on pourrait le faire. Et forcément, le nurturing, ça a répondu aussi à une partie de la question parce que j'avais comme idée de le faire sur justement des campagnes plutôt newsletter, alors que la plupart du temps, on les aura eu justement par le téléphone ou justement sur LinkedIn. Donc autant rester là-dessus. Ouais. Bah, merci beaucoup Marc, c'était un vrai plaisir. Merci. On se dit à très très vite pour un prochain épisode et tous les liens des Nords sont dans la description comme d'habitude. Ciao.